Nous avons un film que vous allez maintenant regarder, qui est une interview, et donc c'est pour ça que dès que les lumières vont s'éteindre et dès que vous verrez en direct, je dirais presque, en tous les cas en pleine image, vous verrez le visage de Renzo Piano. J'espère que ce sera un petit peu comme s'il était là. En tous les cas, vous allez avoir sa parole, et sa parole dans ce film est tout à fait intéressante. Donc nous allons commencer par ça, et ensuite, dans le prolongement de ce film, Simon Texier, qui est un historien, va décortiquer son œuvre au travers de différents bâtiments dont il va nous faire un commentaire très précis. Donc voici le programme de la soirée, le film, la conférence de Simon Texier, et pour terminer, bien sûr, un débat pour répondre à vos questions, à toutes vos questions. Voilà comment nous allons procéder. Donc maintenant, Stéphano, on peut lancer le film. L'architecture, par la simple raison qu'elle est multidisciplinaire, c'est une discipline dans laquelle il faut être en même temps poète, il faut être humaniste, il faut être bâtisseur, il faut être inventeur, il faut être tout ça, il faut être homme de science, il faut être homme d'art, il faut être géographe, topographe, il faut historien, il faut faire tout ça ensemble. Et alors, ce jeu, il est inévitable. Enfin, il est très créatif. Mais les jeunes doivent comprendre que l'architecture, c'est aussi fait de moments de bonheur et des moments pas de malheur, mais de détresse, de tension. C'est vrai que le film que vous venez de voir est assez... moi, je le découvre en même temps que vous. Hein, et bon, on a vu beaucoup d'interviews de Renzo Piano, qui est quelqu'un qui parle très bien, vous l'avez vu, il est très séducteur, il suscite une adhésion assez rapide. Peut-être on va s'arrêter là. Et ensuite, on va démarrer l'évocation des projets. Là, vous voyez l'exposition Renzo Piano, la méthode Piano à la Cité de l'Architecture. Bon, on a vu auparavant là, des vues de l'atelier, hein, et en préambule, je voulais évoquer cette image que l'on a de Renzo Piano. C'est vrai que quand Frédéric Lehn m'a proposé d'évoquer la dimension urbaine de son œuvre, j'ai trouvé ça très intéressant et stimulant parce que, au fond, on finit par oublier que Piano est un architecte qui se soucie de la ville. Il y a beaucoup d'architectes qui ont un discours sur la ville assez prononcé, qui le martèlent. Piano, on voit plutôt l'homme du fer, l'homme de l'atelier, des maquettes, des prototypes, de l'expérimentation, de la résolution de problèmes techniques. Et en même temps, on le voit très bien, et à chaque fois qu'il parle, il y a cette dimension universaliste, humaniste, qui est héritée de la Renaissance italienne. Et au fond, il le dit très bien dans son film, dans cette interview, Piano est, à chaque heure de la journée, un spécialiste de quelque chose. Et en cela, il dit ce que beaucoup d'architectes pensent. C'est-à-dire qu'un architecte doit tout savoir. Il doit être aussi bien anthropologue que géographe, aussi bien historien que chercheur, et donc que technicien. Et précisément, il a cette formation d'ingénieur. Donc, il lui a collé un petit peu, on lui a collé cette étiquette d'architecte qui résout des problèmes techniques.
Et c'est ça sa grande spécialité. Et puis, il y a une autre particularité de piano, je trouve, c'est précisément, il le dit là encore dans le film, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à avoir un style. Donc il n'y a pas de style piano, et j'en parlais d'ailleurs récemment avec Paul Andreu qui va venir ici, et qui situe piano dans son panthéon très très haut, et chaque projet de piano surprend, notamment ceux qui le connaissent bien depuis longtemps et qui font le même métier que lui. Et il dit, voilà, un nouveau projet de Renzo Piano, et c'est quelqu'un d'autre, ou en tout cas, comme il l'a dit dans le film encore une fois, chaque lieu produit quelque chose, et l'architecte le retranscrit, le fait à sa manière. Et donc il y a une méthode piano, mais il n'y a pas de style piano. Et le fait aussi que, comme beaucoup d'agences d'ailleurs aujourd'hui, un piano ne travaille plus seul, on l'a vu avec ses associés tout à l'heure, eh bien ça participe d'une certaine façon à effacer cette notion de patte. Mais je pense que c'est aussi une attitude fondamentale qu'il a développée, ne pas chercher à développer un style, surtout ne jamais se répéter. Si on se répète, on est un imbécile, je le cite. Alors, je voulais commencer, avant d'aborder des projets relativement précis, qu'on va regarder pour certains dans le détail, rappeler quelques œuvres qui font que Piano est connu, reconnu internationalement comme l'un des grands créateurs de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Le centre Jean-Marie Djibaou à Nouméa a été l'une des œuvres vraiment les plus saluées, je crois, les plus singulières, l'une de celles qui prend le plus part au lieu, qui s'inscrit dans un lieu en réinventant la notion de case kanak, et en reprenant cette idée du jamais fini, puisque dans la culture kanak, il explique que la notion de faire est plus importante que la notion de l'objet fini. Donc ce sont des cases en construction qu'il a essayé de... Alors on peut faire tourner, de donner, et puis, même si peu dans... Enfin, moi, je n'ai jamais vu cette réalisation de près, mais on connaît tous ces photos aériennes qui sont absolument fascinantes, qui imposent un certain respect devant une sorte d'évidence dans la réponse à une question. Je voulais aussi, en revenant dans l'exposition La méthode piano à la Cité de l'Architecture, évoquer ces maquettes et aussi quelques projets récents. Alors, il y en a qu'on a vus, il y a des images que vous verrez 2 fois. Voilà, ces maquettes de ce bâtiment de Chardes. Parce que il ne faut pas oublier non plus que les architectes, et je crois qu'il l'a dit aussi, sont parfois irrités par la critique. Et pour lui, c'est un moteur, parce que dès qu'une critique est désagréable, ça pique au vif et ça donne envie soit de se justifier, soit de continuer à prouver qu'on a la solution et la bonne solution. Piano a été aussi récemment, parce qu'au-delà de la polémique Beaubourg, sur laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure, qui était vraiment là une polémique plutôt d'arrière-garde mais assez compréhensible pour l'époque. Il y a eu des critiques assez sévères sur ce bâtiment de Chardes, l'utilité de ce bâtiment, son coût, son financement, ses financeurs, sa place dans la ville. Alors c'est vrai qu'on a des œuvres de piano qui aujourd'hui transforment littéralement la ville. Alors ça a été le cas à Beaubourg, mais depuis une trentaine d'années, le piano avait plutôt tendance à jouer une carte plutôt contextuelle. Et là, l'ère des méga-projets de ces dernières années a poussé Piano peut-être plus haut, plus loin. Il l'a rendu plus visible encore, et avec une stature qui commence à être presque intouchable. Et là, il y a des projets où Piano a quand même été fortement critiqué. Voilà, il est en train de construire aussi un bâtiment à Paris, qui est le tribunal de grande instance, qui va changer littéralement la physionomie du nord-est parisien.
Vous vous promenez dans Paris, mais aussi à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à l'horizon, émerge. Vous prenez le train, bien sûr, à la gare Saint-Lazare, vous voyez émerger ce tribunal de grande instance. Alors oui, on peut enchaîner maintenant sur Ronchamp, parce qu'il a parlé de Ronchamp sans évoquer la polémique Ronchamp, mais on l'a vécu en 2008-2009, ça a été absolument terrible, ça a été même sanglant. Et beaucoup de chercheurs, de spécialistes de Le Corbusier ont écrit, ont persisté dans cette critique du projet de Piano, qui consiste à dire qu'il ne fallait rien faire sur ce site. Alors, ce n'est pas le lieu de discuter de ça, ça pourra peut-être susciter peut-être chez vous des questions. Toujours est-il que, au moins, il y a une chose qui est certaine, c'est que Piano n'avait pas besoin de ce projet pour faire tourner son agence. C'est un tout petit projet, il en a énormément de grands, donc on peut au moins lui laisser à sa décharge ce fait que ce projet était un tout petit projet et il a suscité une polémique absolument colossale. Il a fait l'objet d'un débat, une journée d'études, presque d'un livre, manière de penser Ronchamp. William Curtis, un grand historien et critique, a tiré, après la livraison du bâtiment, à boulet rouge. Et puis finalement, le bâtiment a été récompensé, il a été probablement bien accueilli par les visiteurs. Bon, voilà, juste pour terminer là-dessus, et puis je viens, oui, on peut continuer. J'en viens maintenant avec un dernier bâtiment dans cette introduction, dernier bâtiment qui est un peu l'image inverse qu'on a de Piano, enfin cette image presque assez positive, mais d'un piano très urbain. Avec la Cité internationale de Lyon, vous avez un architecte qui se montre très peu finalement, même si le bâtiment est très visible, puisque on le voit depuis le train en arrivant à la gare de la Part-Dieu, on voit l'auditorium. C'est une énorme réalisation et en même temps c'est juste un morceau de quai qui ne cherche absolument pas à dépasser. On est sur un site très particulier, enfin rive de bord de fleuve. Et alors, j'ai pris ce projet aussi parce que, vous voyez ce plan, il y a marqué place publique. Et il l'a dit, Beaubourg commence avec une place. Donc l'histoire de Piano et de la relation de Piano à la ville commence avec la création d'une place et qui a, il l'a dit, et Frédéric l'a dit aussi tout à l'heure, révolutionné l'histoire de la ville. Et cette notion de place, de rue, d'urbanité, on la retrouve finalement dans quasiment tous les projets de Piano d'une manière au fond assez naturelle. Mais pour cet Italien qui est nourri à cette culture de la place, du cheminement, de la place du piéton, c'est un aspect assez récurrent, même dans des très gros projets, comme il l'a dit avec Neuchard à Londres. Alors, on va commencer donc ce parcours. Voilà, une rue intérieure, mais on va en revoir des rues intérieures. 3 projets parisiens, parce que de fait, Paris a été la ville qui a propulsé Piano et Rogers à ce moment-là. Vraiment, ils avaient 33 ans, je crois. C'était vraiment, donc, comme il le dit, des sales gosses, de luxe, bien sûr, de l'architecture. Grâce à un jury, et on ne le redira jamais assez, grâce aussi à un président de la République qui a fait un choix décisif d'imposer un concours international, plus de 600 projets, avec un jury de très haut niveau. Jean Prouvé président, mais il y a aussi Philip Johnson, que l'on va voir sur une vue une discussion du jury. Voilà, Philip Johnson. On aperçoit de dos Oscar Niemeyer. Donc un jury très prestigieux qui va choisir, je ne vais pas vous faire l'historique du centre Pompidou, mais qui va choisir un projet à la fois provocateur, ultra novateur, pas du tout français,
Et pour le coup, Paris avait besoin de ça, quelque chose qui sortait complètement de cette culture parisienne et française qui, à ce moment-là, était quand même tournée un petit peu en rond avec l'enseignement de l'école des Beaux-Arts qui venait de se terminer, qui venait d'éclater. On est en 71. Et finalement, c'est un grand bain de jouvence qu'apportent Piano et Rogers. Donc, il y a le projet technique, il y a le concept, il y a le rêve d'une culture pour tous, de plans complètement libres. Bon, tout ça fait partie d'une histoire qui est relativement bien connue. Là où Piano et Rogers font très fort aussi, c'est qu'on leur présente un site de 2 hectares, qui était un site à l'abandon depuis 1930. On va peut-être voir les images. Voilà, ce plan masse montre l'implantation du bâtiment. On leur propose 2 hectares et ils n'en prennent qu'un. Voilà, c'est tout simple. Comment faire des choix radicaux qui impliquent un certain nombre de choses. Mettre un programme donné sur la moitié d'une surface, ça veut dire monter plus haut. Et ça va donner, c'est ce qui aussi a alimenté la polémique, on passait dans une échelle monumentale qui allait littéralement modifier la perception du centre parisien. Mais le choix très fort, au-delà des choix techniques, c'est de dire on ne prend que la moitié du terrain et sur l'autre moitié on fait une place. Cette fameuse piazza, qu'on va appeler Piazza Beaubourg. En fait, je crois qu'elle s'appelle Place Georges Pompidou. Mais c'est la Piazza Beaubourg, et c'est un lieu, on va le voir, c'est un lieu qui a littéralement métamorphosé le centre parisien. Et même les Parisiens, aujourd'hui, pour la plupart, n'imaginent pas ce qu'était ce site avant. C'est aussi un bâtiment qui, par ses choix constructifs, va dessiner la rue, dessiné d'un côté avec ces couleurs qu'on a appelées couleurs fonctionnelles, va donner à la rue Beaubourg une place totalement à part. Voilà la façade orientale. Façade occidentale, après un long débat sur la question de la couleur, où on a invité Vasarely, Georges Pompidou lui-même a donné son avis. On arrive à ce choix, un chantier titanesque, et j'aime beaucoup cette photo qui montre les fameuses poutres qui arrivent d'Allemagne, préfabriquées. Elles arrivent par camion de nuit pour être montées au petit matin. Et cette transparence, voilà le centre Pompidou au niveau du parvis tel qu'il était au moment de son inauguration. Donc il y avait le rapport entre le parvis et la place n'était pas tout à fait le même. Et puis on se souvient aussi du parvis, du foyer lui-même, qui était une place publique. Il y avait une place offerte aux passants, aux touristes, à toutes sortes d'expressions artistiques, mais le lieu intérieur, le foyer, le grand hall d'accueil du centre Pompidou était lui aussi une place publique, un lieu où les badauds, les SDF venaient discuter, se réunir. Et la rénovation de l'an 2000 a un peu polissé tout ça. Bon, mais ça, c'est l'histoire des bâtiments. Pour des raisons de sécurité, il l'a dit. Le bâtiment a changé. Mais voilà, on revoit cette image que vous avez vue tout à l'heure d'un centre parisien qui, il faut bien le dire, pourrissait, végétait dans les années 60. C'était la seule partie de Paris que l'on n'avait pas modernisée. Alors on peut discuter de l'opportunité des rénovations urbaines dans les années 60 à Paris, mais il fallait en tout cas faire quelque chose sur cet ancien îlot insalubre numéro 1, qui avait été rasé et qui restait une sorte de grand parking et marché par intermittence. Ce bâtiment a littéralement transformé Paris en bas, en haut, quelles que soient les vues, et c'est aussi cette qualité qu'a le bâtiment de travailler sur toutes les échelles. C'est-à-dire que le centre Pompidou a une vraie valeur urbaine, de loin, de près, lorsqu'on arrive par les petites rues, justement, depuis l'agence Piano de la rue des Archives, on a ces vues. Depuis, on revoit cette même photo, depuis les tours de Notre-Dame,
Puis on va voir des images là, voilà, bon, la façade principale. Et puis, un peu comme un édifice, non, on peut peut-être juste revenir sur la précédente, comme un édifice religieux dans la ville ancienne, comme ces cathédrales, comme cette église de Prague qui surgit derrière la place de la vieille ville. Le bâtiment, ici c'est la rue, je crois, Simon-le-Franc, émerge de façon très surprenante. Et donc c'est à toutes les échelles que ce centre Pompidou attire le regard et raconte une autre histoire de la ville que celle qui se jouait et qui ne se jouait plus vraiment finalement dans ce cœur parisien, dans ce qu'on appelait le centre rive droite, qui était vraiment un lieu qui avait perdu toute forme vraiment d'animation, à part quelques îlots ou des artisans. Ça, c'est à l'envers du décor. Il y a quand même eu des artisans qui ont été éjectés de ce quartier, notamment du quartier de l'Horloge juste à côté. Donc, bon, ça c'est une autre histoire, c'est les mutations sociales que provoquent des bâtiments de telle ampleur et d'une fréquentation aussi importante, puisque c'est un bâtiment qui avait été fait pour 5000 personnes, 5000 visiteurs par jour, et finalement, il y en a aujourd'hui 25 000. Et ces 25 000 visiteurs, forcément, façonnent une sociologie, une fréquentation, suscitent des nouveaux commerces. Bon, et tout ça a beaucoup changé aussi l'histoire et la physionomie du Marais, entre le Louvre et la Bastille. Ça a été vraiment un lieu absolument capital pour la transformation de Paris. Alors, d'une façade, vous voyez, très provocante, très monumentale, on va passer à une autre totalement différente, et on voit un autre Renzo Piano dans les faubourgs de Paris, rue de Meaux, dans des quartiers où on ne va pas très souvent se promener. C'est une rue qui part de la place du Colonel Fabien, et puis qui ensuite longe l'avenue Jean Jaurès, et qui va quasiment jusqu'à la porte de Pantin. Et là, on est dans un contexte totalement différent. C'est une opération de logement. Il y en a très peu dans le parcours de Piano, de l'agence Piano. Peu d'opérations de logement et avec une maîtrise d'ouvrage très importante ici pour l'époque. C'est la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris, qui était dirigée par un homme qui a beaucoup milité pour la qualité architecturale, qui est Michel Lombardini, et qui allait chercher des architectes, plutôt des jeunes architectes talentueux, à qui il essayait de confier des projets pour essayer de donner au logement social une place qu'il n'avait plus vraiment, pour faire du logement un lieu d'innovation. Et là, on arrive dans ce moment, fin des années 80, début 90, où aussi, d'une manière plus générale, l'OPAC, la RIVP, faisait appel à des architectes qui avaient envie de raconter autre chose, de fabriquer du logement différemment. Et c'est le moment où revient la notion d'intériorité dans l'histoire du logement. Et ensuite, plein d'architectes français, mais aussi suisses, comme Livio Vacchini, l'agence Dinner et Dinner, vont être invités à concevoir des opérations de logement pour revisiter la notion d'intériorité. C'est le moment aussi où l'atelier parisien d'urbanisme revalorise l'histoire du parcellaire parisien. Et Piano rentre dans cette histoire, il y participe de façon d'ailleurs assez précoce, puisque c'est plutôt ensuite dans la décennie 90 qu'on va voir plein d'opérations de logement travailler sur l'intérieur d'îlots. C'est le moment où on est revenu aussi, d'une manière plus générale, à l'alignement, vous l'avez vu. Et alors, ici, il était question de faire une opération de logement qui était traversée par une rue centrale, de part et d'autre d'une rue. Puis finalement, Piano a proposé autre chose. Il a dit non, on va faire une enceinte et on va faire un jardin intérieur. Donc ça n'est pas, sur le plan typologique, il ne revisite pas quelque chose qui existe dans le Paris haussmannien ou dans le Paris des faubourgs. Il propose une autre échelle qui finalement peut être vue presque comme une ZAC en miniature, parce qu'à la même époque, on fait beaucoup de quartiers autour d'un square
public. Là, c'est un jardin privé. Et il y a 2 petites failles, comme des échancrures. Et là, on voit très bien l'urbanité de ce projet, qui se cale à l'alignement de vieux immeubles du Paris des Faubourgs. Et les façades, avec ces panneaux de terre cuite qui sont expérimentés, là encore, brevetés, avec des systèmes d'accroche tout à fait particuliers. Les échancrures vont donner accès à cette vie intérieure, à ce projet qui est très introverti, c'est sûr, mais c'est un immeuble privé qui a une particularité, c'est qu'il y a un jardin des bouleaux. Donc ça, c'est un jardin dessiné, il y a un paysagiste qui travaille avec l'agence Piano, et on a un moment assez important dans l'histoire de l'îlot parisien, dans l'histoire du logement parisien, et une sorte presque de pièce unique. Il n'y a pas beaucoup d'équivalent de cette opération de logement. Piano aussi raconte que même si ce n'est pas son grand domaine de spécialité, il y a quand même toute une recherche sur le logement lui-même et sur la variété des appartements, qui sont quasiment tous avec une double orientation sur la rue et sur le jardin. Alors, 3e bâtiment parisien, et celui-là, il en a parlé dans le film, vous le voyez, c'est une sorte de chose un peu étrange. On est ici entre le quartier Mouffetard qui est à gauche et la place d'Italie qui est à droite, sur une avenue des Gobelins qui est une percée parisienne. Donc les îlots qui donnent sur cette avenue des Gobelins sont quasiment tous de parfaits îlots haussmanniens. Donc on est dans un contexte, cette fois-ci, nouveau pour Piano, avec un bâtiment qui a une façade protégée, puisque c'est le tout jeune Auguste Rodin qui a fait les sculptures de la façade de ce cinéma, qui est en fait un ancien théâtre. Donc Rodin, jeune élève à l'école des Beaux-Arts, tout début de son parcours, a fait les façades, les sculptures de la façade. Alors, donc on a une façade qui a été préservée, et le terme que l'on peut employer, et qui est souvent péjoratif, mais ici il prend peut-être une autre saveur, c'est le terme de façadisme, c'est-à-dire qu'on démolit derrière et puis on garde la façade. Bon, ici c'est un choix qui a été fait par le maître d'ouvrage. On garde la façade de toute façon. Il était acquis qu'elle ne serait pas démolie, mais préserver un théâtre qui a été reconverti en cinéma dans les années 20, 30, puis reconverti en un complexe cinématographique dans les années 60, il y avait là peut-être une qualité d'architecture qui n'était pas digne d'être préservée. Donc on réinvente l'histoire d'un îlot. Et alors on le voit très bien là dans ces vues aériennes, et il le dit également dans le film, il y a tous ces habitants, ces 70 fenêtres qui regardent le projet, et que la fameuse bête, puisqu'il l'appelle ça il qualifie ce projet de sorte de créature, un animal qui vient se loger ou se lover dans cet intérieur d'îlot. Voilà une situation tout à fait singulière. Et là encore, si on voit ce projet, on se dit tiens, intéressant, étonnant, on ne sait pas de qui c'est. Ce n'est pas signé Piano. À l'intérieur, la manière dont il traite certains détails constructifs, on reconnaît Piano. Là, c'est le projet tel qu'il était exposé à la Cité de l'Architecture, avec tout ce travail sur les maquettes, sur l'expérimentation. Ça, il le dit très bien dans le film. Toute cette mise en forme à travers maquettes, à travers prototypes, c'est le meilleur moyen de se dire on a tout fait, on est allé jusqu'au bout pour ne pas se tromper. Et c'est vrai que là, on parle de blob architecture depuis quelques années. C'est ces architectures un peu organiques qui viennent se greffer.
finalement, ici, on a une sorte de gros animal qui rentre dans un tout petit terrain. Mais j'insiste là-dessus, hein, qui n'est pas signé. On ne sent pas en permanence la patte d'un maître. Je pense qu'on peut dire que Piano est un maître, certes, mais qui ne laisse pas une empreinte unique. Et ce projet est vraiment l'un de ceux qui surprend, hein, et qui surprend plutôt en bien dans cette capacité à répondre via une maîtrise de tous les détails, notamment de tous les détails techniques. Alors bien sûr, ça peut faire penser au centre commercial de Bercy qui est pas très loin sur le périphérique, parce qu'il y a le même mode de revêtement, enfin quelque chose qui s'en approche. Mais encore une fois, c'est dans sa forme. Hein, on aurait pu dire que c'est un projet d'une agence à la mode en Angleterre, comme on en a vu avec le centre commercial de Birmingham, des choses comme ça. Donc voilà 3 projets parisiens. Je vais maintenant passer à 3 projets très différents. Berlin, New York et Amiens. Donc 3 villes marquées par l'histoire, enfin surtout la première et la dernière, marquées par la guerre. New York, bon, une ville marquée, marquante, dans laquelle Piano a créé une agence, a fait plusieurs projets. Et dans ces 3 projets, on va voir comment Piano reconstruit la ville, construit avec l'histoire et construit l'histoire aussi. Là, vous avez une vue de la Potsdamer Platz avant la Seconde Guerre mondiale. Et on va maintenant voir une vue aérienne de la Potsdamer Platz après la Seconde Guerre. Non, on va peut-être juste rester un tout petit peu sur celle-là. Alors c'est difficile à lire, mais on voit le mur de Berlin, on voit la démarcation entre l'Est et l'Ouest, et puis on voit sur la partie gauche, c'est-à-dire à l'Ouest, la bibliothèque nationale construite par Hans Scharoun, et puis juste au-dessus, il avait construit également la Philharmonie, et puis un musée de la musique. On est dans un site qui a été complètement reconfiguré après-guerre, bombardé, divisé, un no man's land et une place qui était le cœur vivant du Berlin moderne des années 20 qui disparaît de la carte. Le mur passe au milieu, à gauche c'est l'ouest, à droite c'est l'est, et à gauche on construit un forum culturel. Alors on va passer maintenant la suivante. Voilà une vue de ce à quoi ressemble le projet terminé. On voit émerger un bâtiment de piano, et puis à l'arrière un autre bâtiment de piano. On va voir tout ça en détail, mais on voit bien le quartier qu'on appelle le Kulturforum. Vous voyez juste le petit carré sur la gauche, qui est la National Gallery, la Neue National Gallery, construite par Mies van der Rohe, et puis quelques immeubles qui sont restés du Berlin début de siècle. À l'arrière, il y a un canal qui marque la limite du terrain. Et puis, tout à l'arrière, le Grand Bois, c'est le Tiergarten, donc c'est le grand parc central de Berlin. Et à l'arrière, au centre, c'est Berlin-Centre, ex-Berlin-Est. Alors, Piano va jouer un rôle très important dans cette histoire, qui n'a pas d'ailleurs manqué non plus là d'être un objet de polémique, parce que, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, on est en 91-92, la chute du mur et la réunification donc, sont le prélude à une reconstruction très très ambitieuse de Berlin, et la Potsdamer Platz devient le lieu des grands projets et des projets qu'on a, à tort ou à raison, qualifiés de pharaoniques, de beaucoup trop ambitieux, trop coûteux, trop voyants. Et on a voulu mettre
mettre le paquet sur cette Potsdamer-Platz avec des gros investisseurs, notamment Daimler-Benz, qui va avoir son siège ici. Donc c'est vraiment un concours international qui est remporté pour la partie urbanisme par Renzo Piano Building Workshop, qui va coordonner l'ensemble du projet. Alors on va voir des esquisses. Comme dans chaque projet, Piano conserve quelques études qui sont vraiment les notes d'intention de chacun de ces projets. Donc on voit le canal, il y a un petit triangle bleu qui est un grand bassin, et puis il va orienter, le projet selon deux axes. Donc il y a un axe naturel qui est une grande avenue qui va être bordée de grands bâtiments avec des grands îlots. De ce point de vue-là, Piano réinvente, ou disons réactualise les grands îlots berlinois de la fin du 19e. Et puis un autre axe, en biais, c'est qui va mener vers une petite place, qui est la Marlene-Dietrich-Platz, qui va rejoindre la bibliothèque de Hans Scharoun via un nouveau bâtiment signé Piano. Donc Piano va concevoir le plan de masse et 3 bâtiments en redonnant à la notion d'îlot, mais aussi à la notion de rue intérieure, de cheminement piéton. On va voir les plans masse maintenant, les deux plans masse, donc avec la dimension paysagère qui est importante, notamment parce que de part et d'autre du canal, il y a un grand développement, il y a un parc maintenant qui se développe au sud. Et puis là, on voit la répartition, bureaux, habitat, lieux de commerce, de loisirs. Alors c'est aussi là-dessus qu'on a beaucoup critiqué cet ensemble qui fait la part belle à des gigantesques complexes cinématographiques, à des énormes magasins. Bon, toujours est-il que sur le plan de la composition, ça a été, là encore, un moment important, je crois, dans l'histoire de l'architecture européenne, dans l'histoire de la ville européenne, dans l'histoire de Berlin, bien sûr, mais plus globalement, parce que Piano, là, va s'entourer, être accompagné de plein d'architectes différents. Il y a son vieux complice Richard Rogers, il y a le japonais Arata Isozaki, il y a un grand architecte allemand, Hans Koloff, qui va faire l'une des tours. Plein d'architectes vont se greffer sur ce projet et lui donner une sorte à la fois d'unité et de diversité. Unité parce qu'on est dans un cadre comme dans une ZAC en France, avec un architecte coordinateur qui donne le tempo, qui impose le gabarit, et puis diversité dans la forme de certains bâtiments. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà les panelages, les deux extrémités de l'axe principal. Il y a un mail qui longe ce grand développé, et puis deux bâtiments trous à chacune des extrémités, qui seront l'un et l'autre réalisés par l'agence Piano. Et voilà une vue assez saisissante. On commence à comprendre l'ampleur de ce projet. On voit bien Tiergarten. On voit encore, je crois, une sorte de no man's land là, du côté de la Leipziger Platz, qui était en train d'être, elle aussi, une place très importante dans le Berlin des années fin 19e, début 20e. Vous apercevez même le Reichstag tout au fond avec la calotte de Foster, mais on est dans les années 90 où Berlin est un immense chantier et on comprend mieux le découpage de ce projet en différents îlots, pas des îlots haussmanniens, parce que c'est pas la culture de Piano, mais on est grosso modo dans cette logique d'alignement. Il faut quand même se souvenir que 20 ans auparavant, la ville européenne, ça n'était pas ça du tout. Et Berlin en est l'un des exemples, à quelques encablures
de la Potsdamer Platz. Il y a des grands ensembles, pour certains remarquables, mais qui postulaient que l'alignement, la rue, tout ça n'a plus lieu d'être. Années 80-90, retour de la rue, retour de la notion de continuité urbaine. Il faut aérer la ville, certes, mais on n'est pas obligé d'isoler les bâtiments. On peut retravailler la compacité. Et là, la compacité, il y en a. Il y a quelques centaines de milliers de mètres carrés de plancher. Je le répète, c'est une opération extrêmement dense et coûteuse, avec des très gros investissements. Donc, ils vont donner lieu à quelques bâtiments importants, comme celui-ci. Là, c'est à l'extrémité sud. Un piano fait le siège de Daimler-Benz. Puis on voit une vieille maison qui reste en bas dans ce quartier. Il y a quelques restes du vieux Berlin. Et puis, de l'autre côté, voilà toujours le chantier, le long de ce grand mail. Et on commence à voir les immeubles Prou qui se dessinent et qui ouvrent vers le Kulturforum, avec ces bâtiments très importants de Scharoun, de Mies van der Rohe. Il y a des musées importants à l'arrière. Et le travail de Piano va aussi consister, et là-dessus, je trouve qu'il y a cet humanisme qui le caractérise, se traduit parfaitement, ce sens de l'histoire. Et il le dit dans le film, on est parfois confronté à l'histoire de manière... ça n'était pas préparé, et dans ce projet, l'agence Piano se trouve être presque aux premières loges pour dessiner ce qui est le projet phare de la reconstruction de Berlin et de la réunification de Berlin. Or, on est ici à cheval entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, et la bibliothèque que vous voyez, le bâtiment qu'on aperçoit un peu trapézoïdal, construite par Hans Scharoun, était construite dans une logique Berlin-Ouest, mur de Berlin et réunification hypothétique, voire totalement improbable. Ce qui veut dire que Scharoun a pensé ce bâtiment uniquement dans un sens. Donc le bâtiment ne regarde pas vers l'Est, il regarde vers l'Ouest. Et comment faire pour que ce nouveau quartier reprenne vie des deux côtés ? Eh bien, en allant glisser, Piano va concevoir le bâtiment que vous voyez avec ces toitures qui s'enchevêtrent. C'est un théâtre, casino, un grand complexe culture et loisirs, mais qui joue dans la volumétrie, dans l'échelle, dans le choix des matériaux, qui joue la carte de la rencontre avec Scharoun, un grand architecte dont on voit aussi tout à droite la Philharmonie, qui est l'une des merveilles de l'architecture des années 60-70. Donc jamais, je pense que jamais Piano n'a eu une autre situation qui est d'imaginer le bâtiment qui allait signifier, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour lui, il y a un enjeu majeur, signifier la réunification en acte dans l'architecture. C'est ce bâtiment qui vient finalement presque se lever contre un très beau bâtiment de Scharoun, et qui vient aussi effacer d'une certaine manière cette façade aveugle, qui vient estomper cette façade aveugle qui regardait vers le mur, et donc qui n'avait pas lieu de s'ouvrir vers l'extérieur. Donc malgré le gigantisme de cette opération, il y a quand même ici un poids de l'histoire et un sens de l'urbanité qui est assez typique de ce que l'on peut voir dans la continuité du travail de Piano, et qu'il explique en général très bien cette humanité du projet, cette beauté qui advient, mais qui n'est pas une recherche en soi,
Alors c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé le dessin des deux bâtiments proue. On voit le Daimler-Benz tout au fond, et puis là on voit le chantier de l'un des deux bâtiments, et à côté la tour de Hans Koloff, qui est aussi l'un des très, très beaux projets de ce gigantesque projet urbain, qui ne ravit pas tous les amateurs d'architecture, loin s'en faut. Alors, on va passer les prochaines. Voilà, là un exemple aussi sur la rue qui conduit vers le théâtre. Il y a toute une intériorité du projet, rue commerçante, terrasse, restaurant, et puis un travail aussi sur la couleur et sur le parement. Où là, même s'il n'est pas signataire de tous les bâtiments, il a demandé à ce que soit préserver cette unité de parement dans les bâtiments, notamment de logement qu'on voit ici. Voilà, même chose sur un détail. Et puis ici, la rue intérieure qui longe le Mail, et cette rue qui va ensuite rejoindre le Kulturforum. On va voir la suivante. Voilà. Et on arrive sur cette Marlene Dietrich Platz, où l'agence Piano a dessiné ce bâtiment, qui n'est pas une icône, on le voit, c'est un bâtiment qui justement joue par jeu d'échelles successifs la transition entre la très grande échelle des bâtiments qui sont à l'arrière et l'échelle plus modeste du bâtiment de Charoun, qu'il faut quand même toujours tenter de préserver, de mettre en évidence. Voilà, donc on voit à l'arrière la bibliothèque de Charoun. Et une dernière vue, là, le long de la bibliothèque, il y a juste une petite faille entre les deux édifices. Mais on voit très bien, même dans la forme, qu'il y a une sorte de mimétisme. Donc ce génie du lieu, on peut imaginer que la Piano l'ait vu, parce que le Kulturforum, c'est quelque chose d'assez étrange. C'est un musée d'architecture, mais c'est un lieu qui n'a jamais totalement été terminé. Le génie du lieu, ici, il vient plutôt de l'architecture expressionniste de Hans Charoun. Et Piano essaye de dialoguer avec ce bâtiment. Alors, avant-dernier projet, le Whitney Museum. Peut-être que, moi je ne l'ai pas visité, mais Frédéric l'a visité, donc il pourra en dire aussi peut-être quelques mots. Vous apercevez, alors là, l'urbanité, elle a déjà été soulignée de ce bâtiment. On passe en dessous, c'est une place et un bâtiment qui se soulève. Piano a très bien dit à quel point il était chimérique de vouloir faire fi de la pesanteur, mais malgré tout, on essaye. Et on essaye d'être léger, d'être transparent. Et on est dans un quartier de New York en pleine reconversion, avec un ensemble urbain exceptionnel qui est la High Line, qui est une promenade plantée regagnée sur des voies de chemin de fer, et qui, comme la promenade plantée de Paris, redonne totalement un regard différent sur la ville. Là, c'est un croquis qui montre l'ambiance new-yorkaise avec ces fameux réservoirs d'eau en cas d'incendie. Donc c'est ça le New York du 19e siècle ou du début du 20e, le New York d'avant les gratte-ciel. Donc c'est ce côté aussi un peu décalé, un peu chaotique que Piano a essayé non pas de retranscrire, mais dans lesquels il a essayé de s'insérer. Voilà, toujours ces fameux croquis, ces notes d'intention avec une date, le lieu, et puis les grandes lignes. On voit toujours le travail sur la lumière dans les musées. Ça, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais Piano a joué un rôle majeur dans l'histoire des musées, à une époque où les musées sont devenus bien souvent des gadgets, des icônes architecturales. Piano a
à Houston. Il parlait de Kimball tout à l'heure, mais à Houston a montré qu'on pouvait faire un musée efficace, bien éclairé, sans faire de grands gestes architecturaux. Le Whitney, me semble-t-il, participe toujours de cette démarche. Un musée, d'abord un équipement fait pour les œuvres, mais là, l'emplacement est très différent. Alors, vous savez qu'il y avait un autre Whitney construit par Marcel Breuer, en plein cœur de Manhattan, qui a fait aussi l'objet de beaucoup de débats, parce qu'il était question de faire une extension sur le bâtiment de Breuer. Il y a eu des projets d'R.M. Koolhaas, notamment, et puis tout ça n'a rien donné, et finalement, on a choisi un autre site dans un quartier en plein renouveau. Et c'est donc une occasion, non pas là de faire un travail d'équilibriste sur un bâtiment majeur, celui de Marcel Breuer, mais plutôt d'accompagner une histoire de renouvellement urbain et d'inventer finalement un lieu. Donc on voit bien sur cette maquette, le viaduc de la High Line est totalement intégré dans le projet. La forme du bâtiment, il le dit là encore assez bien, c'est un bâtiment qui ne cherche pas à être beau, il cherche à être new-yorkais finalement. Comme sur la Potsdamer Platz, on cherche à retrouver Berlin, rue de Meaux, on cherche à être parisien, avenue des Gobelins également. Ici, c'est un projet new-yorkais. Et c'est peut-être ça l'un des plus grands compliments qu'on peut faire à des projets d'architecture, c'est de dire ils sont ici à leur place. Ils ne pouvaient pas être ailleurs, ils ont été faits pour cette ville, pour cette ambiance, pour ses visiteurs. Alors ensuite, les qualités de circulation, ça j'aurais du mal à vous en parler, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais ça a l'air d'être un projet qui, sur le plan urbain, en tout cas, répond à peut-être plus même qu'à un programme. L'urbanité, ça n'est pas souvent dans le programme. C'est comme la beauté. C'est comme les règlements urbains. Ils ne disent rien sur l'esthétique. Ils donnent un cadre, un projet, un concours, ça donne un programme. Mais ça ne dit pas tout, justement, de la qualité urbaine. On l'a bien vu avec le Centre Pompidou, il n'était pas du tout dit qu'il fallait une place sur ce bâtiment. Là, vous voyez, on est en plein sur les rives de l'Hudson, donc il y a à la fois un côté extrêmement métropolitain, et puis à l'arrière, il y a une échelle plus intime d'un New York qui n'est pas le New York des gratte-ciel, mais encore ce New York un peu en reconstruction, qui montre aussi que Manhattan est un territoire de projet. On y fait les tours les plus étonnantes du monde actuellement, mais c'est aussi un immense territoire sur lequel il y a plein de manières de fabriquer, de continuer la ville. Alors je vais terminer par Amiens, parce que c'est un peu le projet qui me concerne le plus. C'est un projet qui montre aussi une future urbanité. Alors là, je ne vais pas vous vanter les qualités urbaines de ce projet, puisqu'il n'est pas fini. Mais on imagine que ce sera une pièce maîtresse dans l'histoire de la ville. Et je terminerai juste là-dessus, parce que en tant qu'universitaire amiénois, moi j'enseigne dans un bâtiment qui est juste à côté de la citadelle. Mais il faut savoir que l'université à Amiens, elle est tout au sud. Le campus est tout au sud. Et là, on est tout au nord. Et se dessine, avec cette citadelle, aussi l'histoire, se termine quasiment l'histoire d'un épisode urbain qui démarre au XVIIe siècle avec cette citadelle, mais qui passe aussi donc par le XXe siècle, qui a vu l'université émerger dans la ville. Et puis en fait, on s'est rendu compte que cette université, ces campus, ils ne donnaient pas suffisamment de vie à la ville. Alors on est allé installer un certain nombre de bâtiments au cœur même de la ville, donc près de la cathédrale. Et puis là, il y a ce site qui était en déshérence.
Alors, j'ai apporté quelques images de ce qu'était, là on change un peu d'ambiance, on se retrouve en pleine ZUP. J'ai apporté des images de ce qu'était cette citadelle dans les années 60, c'est-à-dire un lieu complètement abandonné, mais qui était, on le voit sur ce projet, la pièce manquante et en même temps ultra présente d'un immense projet, la ZUP Amiens-Nord, l'extension de la ville, et puis en bas, on voit le quartier Saint-Leu, les canaux, qui sont un peu le centre vivant, ouvrier de cette ville. La citadelle, elle était abandonnée, un site militaire, et en fait, l'urbaniste de la ZUP va tracer une route, enfin, où les ponts et chaussées, trace une route qui va de Saint-Leu jusqu'à la ZUP, et qui démolit un bastion, enfin même 2 bastions, de la citadelle. Elle est mal placée. C'est vous dire à quel point, dans les années 56 ou 60, on est soucieux de l'intégrité de ce type de fort, qui en général sont quand même plutôt bien préservés maintenant. Donc cette citadelle est totalement rasée sur une partie sur son extrémité est, et donc elle n'existe plus. Elle n'existe pas, elle n'est même plus dans l'imaginaire de la ville. Et avec le projet de piano, qui a fait l'objet d'un concours, où Dominique Perrault, quelques autres grands architectes français ont pris part, Jean Nouvel, l'atelier piano, enfin l'agence piano va remporter ce concours en proposant quelque chose d'extrêmement simple, avec beaucoup de recherches sur les matériaux, encore une fois, mais qui cherche avant tout à faire de ce projet une couture. Et là, c'est une dernière image de la ZUP, où on voit que, et voilà, la citadelle éventrée par une avenue. L'urbaniste de la ZUP, lui, voulait faire un stade. C'était pas une très mauvaise idée. Il voulait faire un grand stade à l'intérieur de la citadelle. Donc on la voit ici légèrement coupée, des opérations de logement. Donc comment refaire de cette citadelle un lieu qui vit dans la ville? Alors il y a un choix, l'université, y mettre l'université, c'est un choix intéressant en tant que tel, et c'est un choix décisif parce que c'est une sorte d'accomplissement dans l'histoire géographique de cette ville d'Amiens, qui a enfin retrouvé son équilibre nord-sud. Alors, on va voir voilà, des vues aériennes de cette citadelle, qui a fait l'objet de différents aménagements au XVIIe puis au XIXe siècle. Il y a des casernes, il y a le grand casernement, et c'est dans tout ça que Piano vient loger de façon très discrète. Parmi les autres projets, c'était celui qui était finalement le plus modeste, mais il proposait aussi un petit plus. Et peut-être ce petit plus est l'un des points qui a peut-être séduit le jury, qui a fait la différence. Il proposait un belvédère. C'est pourtant pas un geste de génie, mais c'était la marque, peut-être, qui va faire aussi la signature de ce projet, puisqu'aujourd'hui, ce petit belvédère, il est déjà construit. Alors, on va voir en quoi il consiste. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du projet. On voit la cathédrale, on voit la tour Perret, et puis les bâtiments qui s'insèrent au maximum dans l'existant, et un petit peu comme au Lingotto, ou cette grande usine de Turin où Piano avait fait une pinacothèque pour Giovanni Agnelli, et bien ici, il fait cette petite boîte qui sera à la fois visible de très loin et qui va rendre visible la ville, puisque, on va le voir sur les 2 dernières images, c'est un belvédère. Donc, ça sera à la fois un lieu à vivre, un lieu de travail sûrement, on l'espère, très agréable, mais ça sera surtout aussi un symbole. Et c'est bien cette constante qu'il y a dans l'architecture de Piano,
s'inscrire dans les lieux et marquer aussi par des touches discrètes une compréhension de l'histoire. Et là, on voit bien. Est-ce qu'on a une dernière image ou pas? Ah non, pardon. Donc oui, ça c'est la vue. Je croyais avoir une dernière image. Bon, c'est pas grave. Bon, celle-là suffit amplement. Donc, je terminerai là-dessus. On voit très bien à quel point ici la ville est présente, et pourtant on est loin. Il y a une série d'obstacles qui font qu'on n'est pas à 2 mètres de la cathédrale. Mais Piano a bien compris l'enjeu qui était pour cette petite ville, par rapport à New York et Berlin, c'est peu de choses, mais c'est encore plus important. C'est aussi décisif qu'à Berlin, et plus important qu'à New York, au fond, de dire il y a ici un lieu qui a compté, qui est un ouvrage remarquable. On va y mettre le lieu du savoir, et puis on va relier dans une ville qui a été beaucoup détruite, déchirée, malmenée par certaines opérations de rénovation un peu lourdes. On va tracer ce lien entre l'université, entre le nord et le centre-ville. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Et je pense qu'on va pouvoir...